Je m'appelle Jean-Claude Bourré, je suis journaliste professionnel depuis 1967. J'ai été rédacteur en chef de France Inter, j'ai été rédacteur en chef de France 3, j'ai d'ailleurs créé la chaîne de télé en France 3 en 73. J'ai été rédacteur en chef de TF1, j'ai été rédacteur en chef et directeur des stations régionales de Radio Monte-Carlo, et c'est ainsi qu'en 1999, j'ai terminé ma carrière. Nous sommes sur une petite boule de magma refroidi qui s'appelle la Terre, qui tourne à 100 000 km/h, à peu près 106 000 exactement, autour du Soleil. Nous sommes dans une galaxie, c'est-à-dire une concentration d'étoiles, on ne sait pas combien il y en a, dit entre 100 milliards et 200 milliards. Grâce aux travaux de la NASA au cours des 6 dernières années, on a fait d'énormes progrès, puisque la NASA estime désormais qu'il y a environ 60 milliards de planètes pouvant abriter la vie. C'est-à-dire où il y a une atmosphère, de l'eau, une température raisonnable entre moins 30 et plus 50 degrés sur ces planètes, 60 milliards de planètes habitables dans notre seule galaxie. Une galaxie, c'est plusieurs centaines de milliards d'étoiles, c'est-à dire le Soleil, dont au moins une sur deux entraîne un cortège de planètes. Ce sont des chiffres absolument faramineux, mais qu'il faut comprendre pour savoir qui nous sommes et vers quoi nous allons. Le nombre de galaxies jusqu'à il y a peu, c'est-à-dire jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, était estimé entre 100 et 200 milliards. Puis on a fédéré, grâce à l'intelligence artificielle, les images de plusieurs télescopes, dont le célèbre Hubble, qui tourne autour de la Terre. Maintenant, il est relayé évidemment par Webb, qui est à un peu plus d'environ 500 000 km de la Terre, point d'équilibre entre l'attraction du Soleil et la Terre. Et là, on a des surprises absolument phénoménales. Eh bien, grâce à ces 3 télescopes qui tournaient autour de la Terre, qui tournent toujours d'ailleurs, et qui ont été réalisés par l'intelligence artificielle, nous estimons, enfin quand je dis nous, c'est la NASA a brusquement dit non, il n'y a pas entre 100 et 200 milliards de galaxies, mais il y en a plus de 2000 milliards. Ça veut dire que cette simple constatation tout à fait banale, puisque c'est de l'astrophysique tout à fait primaire que je vous soumets, doit nous inciter à avoir l'esprit ouvert sur ce qui est l'apparence de l'absurdité. Du genre, oh oui, mais s'il y avait des extraterrestres, évidemment on les verrait. Donc imaginez que nous sommes seuls dans l'univers, c'est déjà scientifiquement une absurdité. L'Homo sapiens dont nous sommes les descendants, n'a que 300 000 ans d'existence par rapport à un univers qui a 14 milliards d'années. On vient de naître. Nous venons de naître. Notre intelligence est très primitive par rapport aux intelligences de l'univers qui ont pu naître des millions ou même des milliards d'années avant nous. Nous sommes vraiment des vers de terre par rapport à un ordinateur quantique. Nous avons l'impression que nous sommes intelligents parce que, vous voyez, on a une relation via la vidéo à distance et de quoi serait capable une civilisation qui n'aurait que ne serait-ce que 200 ans d'avance par rapport à nous, ce qui n'est rien. Mais elle pourra avoir 200 000 ans d'avance, elle pourra avoir 2 millions d'années, elle pourra avoir 200 millions d'années, elle pourra avoir 2 milliards d'années d'avance par rapport à nous. Il faut bien être conscient de cela avant d'aborder le problème des objets volants non identifiés. Je suis parvenu à la conclusion que les extraterrestres ont été à l'origine de notre civilisation. Si vous regardez ce qui se passe pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les hindous, pour les incas de l'Amérique du Sud, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quelque chose qui descend du ciel, soit qui remonte.
puisque Mahomet est mort le 6 juin 632, ou le 8 juin, 2 jours près, on ne sait pas, eh bien, lui qui ne savait lire ni écrire, il a dicté le Coran, les 114 sourates, les 1200 et quelques versets du Coran, sans compter ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les faits, gestes et paroles du prophète rapportés par 2 témoins identifiables et crédibles, eh bien, on se rend compte que l'islam, basé sur le Coran, livre sacré pour évidemment, eh bien, l'islam nous dit dans la sourate 53, l'étoile, de Mahomet, méditation ou en prière, à l'oreille du désert, et que d'un seul coup, il a vu descendre du ciel quelque chose qui s'apparentait à la lune. On voit bien c'est rond et un petit peu lumineux, et c'était habité. Et cette personne qui pilotait en quelque sorte cet engin, entre guillemets, eh bien, elle s'est adressée à Mahomet. Alors, c'est la raison pour laquelle, sur tous les drapeaux des pays musulmans, vous avez à la fois l'étoile et vous avez la lune. 53, c'est l'étoile, 54, c'est la lune, et la sourate 54 explique que la lune s'est coupée en deux. Donc on comprend très bien ce que ça veut dire, on voit bien la luminosité de la lune coupée en deux, c'est-à-dire qu'il y a un morceau qui est tombé sur la planète Terre, on retrouve les témoignages d'objets volants non identifiés. Vous avez tout au long de l'histoire de l'humanité ce genre de témoignages. Tout au long. Il vient de faire de Fatima, 1917. Parce que c'était un rendez-vous qui était donné par, on va dire, la Sainte Vierge pour simplifier, évidemment pas la Sainte Vierge, à 2 petites filles, un garçon qui avait une dizaine d'années, entre 8 et 10 ans, et qui était en train de garder les vaches ou les chèvres dans une région du Portugal, qui est à peu près située vers la moitié du Portugal. Et donc, d'un seul coup, en plein jour, il voit d'abord quelque chose dans le ciel, lumineux, avec une sorte de bruit bizarre. Il regarde ce que c'est, puis il y a quelque chose qui descend, que les témoins appelleront la dame des gouffres, la dame de lumière. Et elle dit je reviendrai dans un mois. C'est surtout ça, la Fatima, qui est extraordinaire. C'est que les enfants ne savent pas qu'ils vont à terre. La chose remonte dans le ciel, l'espèce de vaisseau spatial à une certaine altitude repart. Et puis, ce qui est important, c'est que cette entité vivante, entre guillemets, donne rendez-vous un mois plus tard. C'est-à-dire le 13 juin 1917. C'est pas comme à Lourdes, une apparition 2 ou 3 fois pas annoncée. Là, c'est annoncé, c'est vraiment quelque chose d'opérationnel. Le 13 août, il y a tellement de remue-ménage au Portugal à partir de ces 3 premières apparitions en lieu que le préfet décide d'arrêter les 3 enfants. Et là, ils maintiennent qu'ils n'ont pas menti, en pleurant, évidemment. Alors, le préfet, évidemment, il ne les fait pas cuire, il finit par les libérer, parce qu'ils ont été concluants. Le 13 septembre, les enfants se plaignent du traitement qu'ils ont subi, et la dame de lumière leur dit, écoutez, le 13 octobre prochain, donc 6e rendez-vous, le 13 octobre prochain, je ferai un grand miracle afin que tous croient. Donc, le 13 octobre 1917, il pleut, les photos que j'ai posent dans une marée de parapluies. Il y avait entre 60 000 et 80 000 personnes dans le vallon de Fatima. Il pleuvait, à un moment donné, les 2 petites bergères et 2 petits bergers qui fermaient les parapluies, alors ne bouge pas, fermer les parapluies, tout le monde ferme le parapluie, la pluie tombe directement sur le blanc. L'apparition
centaines, sinon des milliers, parce que j'ai accumulé ça dans ma tête pendant 50 ans, eh bien, vous avez l'affaire de Tananarive qui m'a beaucoup marqué. Nous sommes en 1954. Le responsable de l'escale de Tananarive est un polytechnicien. Et le Polytechnique est confronté un jour à la situation suivante. Il y a 8 jours, 2 ou 3 avions, notamment des superconfédérations, qui se posent sur la piste de Tananarive. Et un jour, vous avez un énorme disque en plein jour qui survole Tananarive. Au fur et à mesure que cette chose s'avance, l'électricité est coupée. Comment on le sait? Bien parce que les branchés sur le secteur s'arrêtent. Les coiffeurs n'ont plus d'électricité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent pour voir si le voisin a de l'électricité et ils voient les gens dans la rue qui regardent en l'air, ils regardent cet énorme disque de couleur verte qui arrive, qui vole à peu près 80-100 km/h à 200 ou 300 ou 400 mètres d'altitude. C'est difficile de le dire parce que le radar de l'époque n'a pas pris les télémesures. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que alors que cet énorme disque qui faisait peut-être 60 ou 80 mètres de diamètre survole la capitale de Madagascar, les ébus qui sont des sortes de vaches et de bœufs qui baissent tranquillement dans l'axe d'atterrissage ou à la piste de l'aéroport et qui ont donc l'habitude d'être survolés par les quadrimoteurs à hélice qui font évidemment du bruit, eh bien, ils ont une panique terrible, comme s'ils entendaient quelque chose que les oreilles humaines n'entendent pas. Ils brisent les barrières, ils se répandent partout, on appelle à l'armée pour aller les récupérer, et nous avons une sorte de preuve supplémentaire que les habitants de l'époque n'ont pas rêvé, on était en plein jour, et que vous avez des